J'aimerais beaucoup qu'on construise un monde dans lequel chacun ait confiance en soi et en les autres. L'éveil des sens, jusqu'à récemment, jusqu'à la maternité, si je dois le nommer, je pense que je m'étais complètement coupée de mon corps. J'ai eu envie de faire tout mon possible pour contribuer à créer quelque chose de radicalement différent et qui prenne soin des hommes et des femmes et d'aider les autres à le faire. Salut les chefs, je suis Sophie Plumer et je vous souhaite la bienvenue dans cette 3e saison du podcast sur le thème de l'impact. Pour vous, je suis partie à la rencontre d'hommes et de femmes qui font bouger des lignes, chaque jour, à leur échelle, souvent avec douceur, toujours avec profondeur. Sans tabou, nous parlons de leurs projets, de leurs rêves, de leur rôle de chef, de leurs doutes aussi bien sûr, et de la manière de les dépasser. Tel un mantra, chaque épisode démarre avec la même question. Ça veut dire quoi pour toi avoir un impact positif sur le monde ? Dans ce nouvel épisode, je reçois Lucie Storchan. Lucie est entrepreneure, DRH, et l'hôte du podcast Tipping Point qu'elle anime avec Romain Vacher. Mais Lucie est avant tout une femme avec une profondeur de réflexion sur les sujets humains qui m'inspire et m'impressionne. Elle a un don pour accompagner avec sérénité les individus et les organisations dans leur transformation. D'ailleurs, sérénité, c'est un terme qu'on entend rarement dans le monde du business et qu'on entend encore moins quand on parle de transformation, non ? Le secret de Lucie, c'est qu'elle ose faire différemment. Elle ose notamment être à l'écoute de ses sens et de ses intuitions avant de passer à l'action. Et c'est exactement sur ce sujet que je lui tends mon micro aujourd'hui. Pour chef, Lucie nous explique son chemin, ses déclics. Cet épisode est divisé en 2. Le premier pour comprendre le parcours de Lucie et ses pratiques. Le deuxième pour aller un peu plus loin dans des exemples concrets de transformation qu'elle a menés chez Link Value en tant que DRH. J'espère que ma conversation avec Lucie vous donnera envie de faire différemment et de réfléchir à la manière dont vous aussi vous osez mener des transformations. Peut-être oserez-vous y ajouter un peu d'éveil des sens avant d'agir. Je l'espère en tout cas. Je vous souhaite une bonne écoute et comme d'habitude, je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Lucie, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie. Lucie, dans cette 3e saison du podcast, je cherche à répondre à une question qui est comment en tant que chef, je peux impacter positivement le monde ? Donc ça va être ma première question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, impacter positivement le monde ? Alors, déjà la première chose, et je me disais ça en arrivant, c'est que je suis assez honorée et flattée en fait que tu me poses cette question, parce que pourquoi moi, tu vois, impacter le monde, c'est vraiment quelque chose qu'on fait consciemment ou inconsciemment, mais une recherche d'alignement, je dirais plutôt personnel, et après en espérant impacter positivement, bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, impacter le monde ? Je pense, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau qui est plutôt individuel, se connaître soi-même. Parce que je pense que tout part de là. Plus je me connais, plus je comprends qui je suis, plus je fais de la place à comprendre quels sont mes mécanismes et à trouver la voie de ma liberté par rapport à des automatismes qu'on a construits tout petit, plus je vais être en capacité de prendre des décisions en me raccrochant à plus grand que moi. Et pour moi, tout part de là, en fait. C'est comment est-ce que je prends des décisions, non pas par mon petit point de vue, mon petit nombril, mes petits besoins. Et il y a rien de péjoratif, parce qu'on a tous des besoins qui sont extrêmement personnels. Mais en tout cas, si on parle d'impacter positivement le monde, c'est comment est-ce que je me raccroche à plus grand que moi pour prendre des décisions qui vont avoir des externalités positives. Et j'aime bien, je sais plus qui me disait ça, prendre l'exemple de la première ministre, l'ancienne, il y a un petit bout de temps, première ministre israélienne, Golda Meir, qui disait, quand on lui demandait comment elle prend ses décisions, en fait, qui sont des décisions qui peuvent être extrêmement impactantes pour le monde, pour le coup, elle disait... Elle posait le cerveau, c'est pas je pèse le pour, le contre. Non, c'est je pense à mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connue et mon arrière-petite-fille que je ne connaîtrai pas. Et ça me marque et c'est un peu l'idée que je me fais à titre déjà personnel de ce que ça veut dire qu'impacter positivement le monde, c'est comment est-ce que je me raccroche à ce que mes aïeux, les anciens nous ont laissé et ce que j'ai envie de laisser à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants, puisqu'on parle beaucoup
changement climatique, de crise écologique, etc. Mais en fait, c'est pas tellement nous qui allons vraiment la vivre, c'est nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Donc voilà, la première chose. Et puis ensuite, peut-être collectivement aussi, c'est comment est-ce que impacter positivement le monde. C'est pour moi, comment est-ce qu'on crée des relations qui sont saines, comment est-ce qu'on recrée des relations de confiance, puisque tu t'adresses beaucoup à des managers, donc dans nos équipes, dans nos entreprises, comment on prend soin de ça, parce que donc on part de soi, mais après c'est l'équipe, et puis ensuite comment est-ce qu'on peut construire des entreprises qui véritablement sont au service du vivant et de toutes les parties prenantes. Donc les gens à l'intérieur et à l'extérieur, les clients, les fournisseurs, mais aussi comment est-ce que je crée des vraies relations de confiance avec mes concurrents, comment est-ce qu'on s'allie plutôt dans la compétition pour créer ensemble un monde économique un peu plus respectueux de la rivière qui passe à côté et de l'écosystème dans lequel on vit. Voilà. Merci. Ta réponse m'amène une autre question qui est qu'espères-tu pour le monde de demain ? Quel monde espères-tu laisser à ta fille, ta petite-fille, tes arrière-petits-enfants ? Quand on présente Tipping Point, le podcast qu'on a co-créé avec Romain, mon époux, parenthèse, on dit toujours, nous on fait ça au service d'un monde qu'on rêve plus respectueux, des équilibres du vivant, plus juste, qu'on nomme un monde meilleur, mais effectivement, c'est une notion qui est assez floue. J'aimerais leur laisser plus de confiance. J'ai le sentiment qu'il y a énormément actuellement de défiance quand on voit les crises politiques qu'on vit, ou juste simplement le fait de prendre le métro, il y a quelqu'un qui tousse à côté de nous, on le regarde en se disant « oulala, qu'est-ce qu'il va me transmettre ?» Voilà, mais on croise un voisin dans notre escalier, on sait pas qui il est. Presque, on a peur de « est-ce que j'ai bien fermé ma porte à clé de ce qui peut se passer ?» Et j'aimerais beaucoup qu'on construise un monde dans lequel chacun ait confiance en soi et en les autres. Et quelque part, si tu veux, pour moi, c'est assez facile de rêver le monde de demain, d'imaginer plein de choses, de me dire comment on pourrait faire les choses différemment. Et peut-être que le défi, ce serait de se dire déjà aujourd'hui, en fait, plutôt que de construire le monde, tu vois, qu'est-ce qu'on veut pour demain, c'est qu'est-ce que je peux faire vraiment aujourd'hui, et donc de se ramener au présent, qui est plus compliqué, et en tout cas pour ma part, et qui est vraiment l'exercice de tous les jours, de se dire, ok, le monde de demain, je suis déjà en train de le construire. Et donc aujourd'hui, quels sont les choix que je fais, quelles sont les décisions que je prends, et comment je m'ancre bien dans le présent et dans le moment présent pour faire ma part. Ouais. C'est exactement ce que je cherche à faire avec cette saison 3 et les questions que je me pose aussi. Donc je suis vraiment ravie qu'on puisse parler de ça. Lucie, tu l'as dit, tu es l'hôte ou la co-hôte de Tipping Point, un podcast que vous avez créé avec Romain, dans lequel vous explorez des pratiques managériales et les nouveaux modes d'organisation au service d'une économie plus durable. Tu es aussi DRH. Et en fait, j'avais à cœur de te recevoir sur le podcast pour aborder 2 thèmes qui pour moi sont liés dans la construction d'un monde meilleur et d'un impact positif sur le monde. C'est l'éveil des sens et le passage à l'action. Déjà, ma première question, c'est qu'est-ce que ça t'inspire ? Qu'est-ce que t'inspirent ces 2 notions ? L'éveil des sens. Jusqu'à récemment, jusqu'à la maternité, si je dois le nommer, je pense que je m'étais complètement coupée de mon corps. Syndrome peut-être qu'on appellera de la bonne élève, ou en tout cas je pense avoir grandi dans un monde où l'intellect et le mental, la rationalité étaient fortement présents, et où réussir, quelque part, c'était être agile avec son mental, avoir des bonnes notes, monter l'échelle sociale. En tout cas, l'idée transmise, mais l'idée que je me faisais de ça. Et donc, j'ai eu cette première partie de ma vie et de ma carrière professionnelle où je me suis complètement coupée de mes sens, finalement. Et avec la grossesse, le fait de devenir maman, pour moi, a été complètement un espèce de tipping point, mais de révélateur, de me dire, ah oui, j'ai un corps qui me sert, qui sait porter la vie, je ressens des choses que j'avais jamais ressenties. Je me sens assez maladroite avec tout ça, donc
qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai commencé à faire du yoga en étant enceinte et petit à petit à me reconnecter et à redescendre un petit peu voilà, toute mon attention et c'est comme si mon centre de gravité était vraiment au niveau de la tête et de venir se réancrer petit à petit dans son corps. Et là, ça a tout changé. Concrètement, ça a vraiment tout changé, que ce soit après dans mes prises de décision, dans la manière d'aborder ma vie personnelle, ma vie professionnelle, le fait de redécouvrir mon corps. Qu'est-ce que ça a changé ? Des décisions bien plus alignées, en tout cas un passage à l'action, justement. Toi qui liais les deux, c'est vraiment ça. On pourra y revenir, mais le podcast, il est aussi né de ça, de se dire, de cette prise de conscience du monde dans lequel on était en train de vivre. Je pense que j'étais comme un peu déconnectée du monde réel qu'on était en train de construire et qui m'entourait. J'avais plein d'idées sur là où j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'être, voilà, entraînée aussi dans les mécanismes qu'on connaît bien de l'ego, qui me racontait plein de belles histoires, mais j'étais assez déconnectée, je pense, de la réalité, et donc ça m'a ramenée complètement dans la réalité et de me dire ah ça y est, donc là je suis responsable non seulement de moi-même mais d'un petit être, de 2 petits êtres, puisqu'on a 2 filles, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Et après, parce que moi je suis DRH, j'exerce la profession de DRH, je ne suis pas DRH, puisque voilà, on va essayer de dissocier et de se désidentifier. Quelles sont les organisations aujourd'hui qui existent et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants au-delà du monde, si on parle de l'écologie, de la planète, mais aussi quelles sont les organisations qu'on va leur laisser et où est-ce qu'elles vont se retrouver dans 20 ans, dans quelles organisations. Et là, ça prend aux tripes en fait, on a juste envie de faire tout enfin en tout cas moi j'ai eu envie de faire tout mon possible pour contribuer à non seulement dans mon organisation, dans mon entreprise, de créer quelque chose de radicalement différent et qui prennent soin des hommes et des femmes pour prouver en fait que c'est possible et que prendre soin des hommes et des femmes n'est pas dissocié ou antagoniste avec le fait d'être performant économiquement et d'aider les autres à le faire. Je dirais que l'éveil des sens est passé par la maternité et puis ensuite toutes les pratiques qui en ont découlé après le yoga. Moi, j'ai fait le programme MBSR que je recommande à tous ceux qui nous écoutent. Donc c'est apprendre à méditer. Alors c'est assez intensif, 45 minutes tous les jours pendant 8 semaines et voilà, avec un vrai engagement de méditation personnelle, d'engagement dans le programme qui est demandé, mais qui en fait m'ont ramené complètement dans mon corps, dans la réalité présente, dans le moment présent, et qui au quotidien participe de me dire là Sophie, je suis avec toi, on est en train d'enregistrer, je suis vraiment là et on est vraiment ensemble et je sens mes fesses qui touchent la chaise et mes 2 pieds contre le sol et voilà, je suis là. Et je suis pas en train de me dire qu'est-ce que je vais faire après. Ma to-do list est énorme et il va falloir que je déroule tout ça. Ou tiens, j'ai dit ça hier et j'aurais dû le dire différemment. Voilà, tous les mécanismes en fait des pensées qui nous entraînent toujours dans le passé, dans le futur, avec ce va-et-vient qui est compliqué à gérer et qui nous donne beaucoup de charge mentale. Donc comment est-ce qu'on revient vraiment à l'état et au moment présent pour prendre après des décisions et passer à l'action d'un côté, et à la fois aussi savoir ne pas passer à l'action. Tu sais, il y a cette exigence de faire, d'arrêter de faire à un moment et de se dire juste je suis, d'être et tranquille, en fait, de s'accorder de ne pas faire à certains moments. Et surtout en tant que manager, en tant que dirigeant, on a des exigences de faire, où on peut avoir ce sentiment d'une to-do tellement grande et à laquelle on viendra jamais à bout, et que les autres attendent de nous beaucoup d'actions, beaucoup de faire. Et donc s'autoriser à ne pas faire, c'est extrêmement difficile. Pouvoir s'imposer, il y a un dirigeant que j'ai rencontré il y a 3-4 ans qui m'avait dit tu sais, moi, dans ma journée, si je fais 3 choses, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Ouais. Et je pense même que si j'en faisais plus,
ça serait pas bon ni pour moi, ni pour mon entreprise, ni pour mes équipes. Donc il me dit, moi je choisis vraiment, par contre je prends beaucoup de temps et beaucoup de soin pour choisir les 3 choses que je vais faire dans ma journée et je les fais à fond et je suis focalisée là-dessus. Ce nombre de 3, quand moi je lui disais, mais moi j'ai 10 choses à faire dans la journée, 15 choses à faire dans la journée, il m'avait dit, ouais mais c'est un problème du coup. Et j'en étais fière de ces 10 choses que je faisais dans la journée. Et donc quand il a changé mon angle de vue sur l'action que je devais avoir au quotidien, en tout cas qu'il me conseillait d'avoir, je me suis rendu compte du trop, de ne pas être dans l'instant présent, de toujours penser avant ou après, d'avoir beaucoup de stress et de générer aussi beaucoup de stress vis-à-vis des autres personnes. Ce chiffre de 3, je m'étais dit, c'est un de mes repères pour moi que j'ai dans cette notion de faire et de ne pas faire. Ouais, et tout à fait. Et il y a beaucoup de choses, en fait, si elles ne sont pas faites, c'est OK. Et beaucoup de choses en tant que manager qui peuvent être faites par d'autres personnes et qui, en plus, sont très heureuses de les faire. Ça m'intéresse de creuser le sujet de l'éveil des sens. Tu as parlé de la maternité, tu as parlé de la méditation. Finalement, comment au quotidien, ou le plus régulièrement possible, tu te sers de tes sens pour passer à l'action? Comment ça se matérialise, tu vois? À plusieurs niveaux. La première chose, c'est que se servir de ses sens, donc si je reprends l'exemple de la méditation, on dit il y a des pratiques formelles. La pratique formelle, c'est s'asseoir sur un coussin de méditation, sur n'importe où, et prendre du temps pour méditer, faire le vide. Là, je suis en pratique formelle, et des pratiques informelles, qui est juste, je suis en train de boire mon café et je suis très consciente que je suis en train de boire mon café, je sens le goût de mon café, je sens mes lèvres contre la tasse. Et ça s'appelle une pratique informelle. Donc juste, je reviens dans l'instant présent. Et de faire ça, en fait, ouvre un espace de vide, un tout petit, même si c'est tout petit, juste... Hop, je reviens, ça m'ouvre un espace où il y a un peu moins de pensées, de flux, de plein de choses qui arrivent. En tout cas, pour moi, d'ouvrir ces espaces-là, même très petits, en faisant une petite pause pendant la journée, fait venir mes intuitions. Ensuite, en tant que DRH, où je fais pas mal d'accompagnement, de coaching individuel ou de groupe, j'aime mettre ces pratiques au démarrage. En fait, quand j'accueille quelqu'un et qu'on va travailler sur son profil MBTI, sa raison d'être, ses envies, ses besoins, sa place dans le monde, peu importe, soit on commence la séance directement en discutant et en faisant travailler le mental, soit, et c'est ce que j'aime, on s'assoit sur un tapis de yoga, on revient dans son corps et on s'accorde ce quart d'heure qui est extrêmement important. Et qui, en fait, on dépose les valises, on dépose tout ce qu'on a déposé, on revient dans le corps. Et après, quand on revient dans le mental, quand on va bien sûr discuter de quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, on part plus du même endroit. On repart de son corps pour après revenir dans le cerveau. Et c'est une danse, c'est pas l'un ou l'autre. Et de travailler son ancrage et ses besoins et sa place dans son job, dans le monde, par rapport à qui je suis vraiment et pas par rapport à l'idée que je me fais de la réussite, de la personne que j'aimerais être. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Excuse-moi, juste pour peut-être donner un exemple, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que moi je me fais accompagner par une coach dans le cadre du développement de chef et j'ai travaillé avec elle il y a quelques mois sur les ambitions que je voulais donner à chef. À un moment donné, je sentais que j'étais enfermée dans mon cerveau, dans mes ambitions intellectuelles un peu. Et donc, je travaille avec cette coach qui est Malika Azayes, qui est passée dans le podcast pour ne pas la nommer, parce qu'elle a aussi ce rapport au corps. Et à un moment donné, elle le sent aussi, que je suis prise, bien sûr, dans mes pensées trop intellectuelles. Et elle me dit, ce que je te propose, c'est de danser ces ambitions. Très bien, elle met de la musique et je danse. Et il en est ressorti, mais quelque chose de radicalement différent, qui me parlait beaucoup plus, qui me donnait beaucoup plus envie que ce que je lui avais dit auparavant, qui n'était pas au même niveau. Avant, j'avais pu dire des ambitions, tu vois, chiffrées, des ambitions peut-être de chiffre d'affaires, peut-être de nombre d'écoutes pour le podcast, peut-être de notoriété, des choses comme ça, donc des choses qui sont très intellectuelles et qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Mais quand je suis revenue à mon corps,
voilà, comme tu dis, à mon intuition, à qui je suis, à qu'est-ce que j'ai envie de porter et de laisser. On était beaucoup plus dans des notions d'empreinte, de plaisir, d'impact, de rayonnement, plus que de notoriété, tu vois, autre chose comme ça. Et donc, et derrière, j'ai pu en découler des actions concrètes, voilà, mais qui étaient beaucoup moins dans la difficulté, dans l'effort, beaucoup plus dans le plaisir et dans le fait de donner vie à un projet qui me plaisait vraiment. Enfin, c'était pour illustrer un peu ce que tu disais. Moi, je l'ai vachement vécu aussi, cette force de, même dans le business et dans un truc très concret, de, à un moment donné, arrête de penser avec ta tête, pense avec ton corps. Et d'ailleurs, quelque chose de très simple qu'on peut faire, qui fonctionne très très bien, même avec une personne de son équipe, quand on voit que justement on est trop dans le mental ou que la discussion n'avance pas, viens, on va marcher, on sort. Et juste de marcher, de prendre l'air, de se réoxygéner, et c'est juste ça aussi, revenir dans son corps. Et en fait, la discussion prend une toute autre direction. Et très sincèrement, faire un tour du pâté de maison, c'est assez facile, ça coûte pas grand-chose et ça a des effets assez intéressants si on n'a pas envie d'essayer la deuxième petite chose un peu plus audacieuse, on va dire, mais qui fonctionne extrêmement bien aussi, c'est 2-3 minutes de méditation avant de commencer une réunion en collectif. La première fois, j'avoue qu'on fait ça en groupe, tout le monde te regarde avec des yeux, mais elle est folle. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et en fait, alors progressivement, on s'habitue, mais de faire ça, véritablement ouvre après les discussions et le fait d'avoir une réunion où chacun parle véritablement à partir de soi, véritablement à partir de plus grand que soi aussi. En fait, on élève le niveau de conscience du groupe, mais c'est assez extraordinaire de voir le pouvoir de... alors, on n'est pas obligé de l'appeler méditation, ça peut être juste un recentrage, un exercice de presencing, peu importe comment on l'appelle. L'idée juste étant, on prend 2-3 minutes pour revenir au souffle, pour revenir à son corps, pour faire le vide, pour interroger ses besoins. Et c'est aussi ça, revenir à son corps, c'est de se dire, j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes avant de commencer la réunion parce que je m'écoute, j'en ai plein la tête, j'ai besoin de passer un coup de fil pour être complètement disponible. Après, pour le travail de groupe, je le fais. Et tout ça, en fait, avec ce tout petit espace de 2-3 minutes, qui prend pas beaucoup sur l'efficacité d'une réunion quand même, produit des résultats qui sont véritablement transformants et aidants pour une équipe. C'est quelque chose que tu pratiques Alors, au quotidien, ce serait mentir que dire oui, parce que selon la maturité des équipes et des organisations, on peut pas tout le temps l'amener comme ça. Mais dès que je peux, oui. Systématiquement, quand on est en formation également, quand j'accompagne des formations, notamment développement personnel, ça me semble extrêmement important. Dans l'ambition que j'ai, c'est de l'apporter de plus en plus, que ce soit comme ça ou par d'autres petits exercices en fait de jeux imagés. Mais j'adorerais se dire on prend 5 minutes pour danser. Voilà, donc après, en venant interroger l'organisation et tranquillement en fonction de là où en est chacun, bien sûr. Mais ça produit vraiment des effets bénéfiques dont on a tous besoin. Et alors, comment ça se traduit dans le passage à l'action? Notamment, ça m'intéresse de savoir les réunions que tu as pu vivre et que tu as commencé par ce recentrage ou cette méditation. Comment il en sort des décisions, des envies, des idées, des projets qui vont être différents? Alors, le dernier qu'on ait fait en date, pour un recrutement, on avait un gros poste, un gros recrutement à faire qui impacte et va impacter l'organisation de manière extrêmement significative, puisqu'il s'agit d'un poste de DRH, d'une entité de 800-900 personnes. Donc, voilà, soit on peut recruter selon un processus assez classique où chacun voit la personne l'un après l'autre par rapport à une fiche de poste bien calée, etc. Et on a, grâce à Solène Thomas, que je vais nommer ici parce qui nous a proposé ça et qui est une chasseuse assez extraordinaire, on a réuni toute l'équipe, donc une quinzaine de personnes qui vont travailler de près ou d'un peu moins près d'ailleurs avec la future personne recrutée, pour se dire on va recruter en collectif.
Et moi, c'est un exercice que j'avais jamais fait. Donc on a, faut vraiment imaginer une quinzaine de personnes de l'organisation autour de la table. On a médité de 3 minutes avant de commencer. Et puis Solène nous a fait rencontrer les candidats les uns après les autres pendant 3 quarts d'heure. 4 candidats. On peut se dire en 3 quarts d'heure, est-ce que vraiment je vais avoir le temps de poser toutes les questions, de voir tous les aspects de la personnalité, de valider les compétences, etc., etc. Et en fait, on n'avait pas besoin de ça. Et on s'est vraiment rendu compte que 3 quarts d'heure, en étant prêt, en étant conscient, ces rencontres, même courtes, en étant vraiment décalées du processus mental habituel, nous ont permis de prendre, je pense, la meilleure décision possible et de extrêmement rapidement, en fait, visualiser les différences entre les différents candidats et ce dont l'organisation, surtout, avait réellement besoin. Donc, en fait, extrêmement performant. Donc, vous êtes 15 autour de la table. Exactement. La personne vient, donc ça doit être quand même assez impressionnant pour elle. Je sais pas si... Comment... Ouais, la personne vient, il y a plein de places libres, donc elle se positionne là où elle veut. Et en fait, tout se joue, même dans le mouvement, la manière de s'asseoir, le verbal, le non-verbal, le positionnement. Et puis, la dynamique d'équipe qui se joue à ce moment-là. Ok. Comment la parole se diffuse? Qui anime les échanges? Comment ça se passe? Alors Solène animait, mais chacun peut poser ses questions. Pour un des candidats, alors là j'étais pas présente, mais je sais qu'elle a fait lever tout le monde et l'entretien s'est fait en marchant. Donc il faut imaginer les 16 personnes debout qui peuvent marcher, discuter entre elles. En tout cas, on met du vivant dans ce processus-là et on se décale. Et en faisant ça, vraiment, quelque part, on gagne un temps monstre, puisqu'en une demi-journée, avec tout le travail amont de sélection des 4 personnes qui étaient shortlistées, en tout cas pour ce poste-là, mais on a un processus extrêmement, extrêmement performant. Et à la fin, j'imagine qu'il y a eu comme des évidences parce que tu sens la personne faire partie du groupe ou pas, en fait. Exactement. Tu sens, c'est aussi une histoire d'énergie, je pense. C'est une histoire exactement de ça. On est tout à fait dans ça. C'est aussi l'énergie. Et ça, on le capte pas tellement quand on est derrière une table de manière traditionnelle, à 3 mètres d'écart, chacun sur sa réserve, un peu dans la défiance de est-ce qu'il va me poser une question pour me piéger ou pas, et comment je me présente sous mon plus beau jour. Ça produit pas du tout les mêmes effets d'authenticité qu'un processus comme ça qui est animé en remettant du vivant, en fait, dans la manière de faire. Merci pour cet exemple. J'aimerais tellement vivre une session de recrutement en collectif comme ça. J'aimerais revenir à l'éveil des sens et au passage à l'action, et peut-être au tipping point, puisque c'est le nom aussi de votre podcast. Toi, tu disais que tu t'étais beaucoup reconnecté à ton corps, que tu avais appris à éveiller tes sens. Quel a été le passage à l'action qui t'a le plus marqué ou qui a été le plus décisif, avec ou pas, je sais pas, mais ce process de reconnexion à tes sens? J'ai deux gros tipping points, je pense. Un qui est individuel et très professionnel. J'étais dans un cabinet de conseil RH depuis plusieurs années. Ça fonctionnait bien pour moi. Je pense que si je voulais une belle carrière toute tracée, un gros poste dans une grosse organisation, je pouvais continuer sur ce chemin-là. Et finalement, tu vois, avec le recul, je pense que j'étais pas encore complètement raccordée. Enfin, en tout cas, j'avais pas mis la conscience sur le fait de se reconnecter à son corps. Et pour autant, c'est une période de ma vie où, dès que j'avais l'occasion, et personnellement, soit j'allais pousser mon corps dans gravir un sommet de 6000 mètres pour voir ce que ça faisait, partir à cheval pendant 3 semaines à l'autre bout du monde pour expérimenter ce sentiment de liberté et cette connexion au corps. Mais j'avais pas du tout ce niveau de conscience. Je le faisais de manière extrêmement empirique et expérimentale. Mais tout ça m'a quand même amené à un moment un questionnement de me dire est-ce que c'est ça que tu veux? Et d'un point de vue RH, toutes les organisations que j'accompagnais à l'époque avaient vraiment
des organisations très très silotées. Si tu es directeur des talents, tu fais du talent management. Si tu es directeur de rémunération, tu t'occupes des sujets de rémunération. Et puis si tu as un peu de chance, tu vas parler au directeur des talents, alors même que les deux sujets sont extrêmement interconnectés, mais on sait comment ça fonctionne assez souvent malheureusement. Et je me voyais de moins en moins en fait prendre un poste comme ça où je me dis mais où est-ce que je vais, quelle est la bonne organisation pour moi, et en fait j'ai rencontré Romain et Thibaut, mais Romain qui deviendra mon époux plusieurs années après, mais qui à 26 ans m'a fait confiance en me disant écoute, je voudrais que tu viennes travailler avec nous pour monter l'équipe RH et bâtir toute notre politique RH. T'as carte blanche. Nous, on rêve et on est en train de bâtir une entreprise libérée. Donc, le cadre, c'est vraiment celui de la liberté et de la responsabilité. Donc, de mettre véritablement les hommes et les femmes au centre de l'entreprise. On est dans le milieu du développement, de l'IT. Est-ce que ça te dit ? Et puis, Romain rajoute, je pense que tu n'apprendras pas grand-chose avec nous, mais moi, j'aimerais bien travailler avec toi. Et en fait... ils se trompaient complètement, puisque j'ai appris plein de choses. Mais surtout, on m'a fait confiance. Cette organisation, Thibaut et Romain m'ont fait confiance à 26 ans pour bâtir toute la stratégie RH et accompagner, parce qu'au-delà de la politique RH, on est vraiment sur un job qui s'est révélé être un vrai job entrepreneurial. Donc, on construit une entreprise radicalement différente avec des vrais partis pris et une culture complètement différente. Donc, j'ai lâché en fait... j'aurais pu encore mieux gagner ma vie, j'aurais sûrement pu avoir des postes avec des responsabilités quelques années après, peut-être supérieures si on regarde d'un point de vue purement et théoriquement, je manage combien de personnes, quelle est la réputation de mon entreprise, etc. Et en fait, je sais pas si je l'ai conscientisé comme ça à l'époque ou pas, mais je sais qu'au fond, ça ne m'intéressait en fait pas du tout, et que ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir m'engager aux côtés d'entrepreneurs dans mon rôle de RH pour bâtir quelque chose de différent et surtout être complètement aligné avec les valeurs que je porte dans mon métier, à savoir on place les ressources humaines au cœur de l'entreprise. Pour moi, c'est je vais dire des choses absolument banales, mais si on ne fait pas attention aux hommes et aux femmes véritablement et très sincèrement avec lesquels on travaille, on ne peut rien construire et bâtir, je pense, dont on soit fier, et en tout cas qui impacte le monde de manière positive. Voilà, donc ça a été mon premier gros tipping point de changement radical, en fait, de pouvoir exercer mon métier RH de manière différente, beaucoup plus alignée avec mes convictions, et de bâtir une organisation, en tout cas de me faire la preuve que... on peut vraiment, si on se donne les moyens, on peut accompagner des équipes, des individus et des organisations avec beaucoup d'humanité, dans le respect de la différence de chacun. Ça n'empêche pas d'avoir des cadres et des règles collectives, mais malgré tout de respecter la différence et les besoins, et d'avoir des équipes qui fonctionnent bien. Voilà, le premier. Et puis le deuxième, tu l'as un peu nommé, mais le passage à l'action avec ce podcast Tipping Point est un vrai tipping point pour moi, tu vois, de se mettre dans la peau, de lâcher le métier RH aussi, parce que quand on a une expertise, qu'on est reconnu dans son expertise, lâcher ça pour se dire ok, je vais peut-être faire différemment, en tout cas me connecter à un métier un peu différent et expérimenter les aspects beaucoup plus autour de la communication, puisque c'est de ça dont il s'agit autour du podcast, et surtout d'aller chercher des leaders qui sont extrêmement engagés, inspirants, pour continuer à grandir et surtout mettre en lumière des personnalités qui œuvrent au quotidien encore bien plus que ce que nous on a pu faire pour certains, m'inspire énormément. Voilà, ça continue de me faire basculer dans encore autre chose et une dimension peut-être encore plus grande dans ce que j'ai envie de faire pour la suite au service de la planète. Lucie, on arrive à la fin de notre échange. J'avais peut-être une dernière question sur votre podcast Tipping Point.
Est-ce que vous recevez vraiment des gens passionnants ? Est-ce que tu as un échange, un exemple, une personnalité qui t'a particulièrement marqué et que tu pourrais nous partager ? Alors cette question, elle est difficile parce que j'adore tous nos épisodes et on a vraiment la chance. Je suis reconnaissante de toutes ces personnes qui nous disent oui et qui nous ouvrent leurs portes. Peut-être un passage à l'action ou un passage à l'action. Alors, et pour continuer, je vais vraiment dans l'extrême. C'est pas l'extrême, mais en tout cas pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Peut-être Pierre-Yves Antras et Vola Potinet. Donc c'est un épisode qu'on a enregistré à 4, Haute-Savoie Habitat. Ils ont libéré leur entreprise et donc c'est assez intéressant. Si vous écoutez l'épisode, ils ont libéré d'abord le corps, le cœur et ensuite l'âme de l'entreprise. Je vais pas tout raconter parce que c'est long, mais pour te donner un exemple vraiment de passage à l'action osé et qui est assez extraordinaire et qui, moi, me met en joie par rapport à ce qu'on peut faire pour le monde de demain, puisque c'est notre sujet. Pierre-Yves Antras, donc, qui est le directeur général de cette entreprise, s'est dit à un moment, on va partir, je vais emmener tout mon comité de direction, donc mes 7 managers, directeurs, peu importe, dans une retraite pendant 10 jours, dans le silence. Donc là, je décale complètement, voilà, des team building habituels, des réunions d'équipe. On a un directeur général qui s'est dit, après quelques jours passés dans le désert marocain, en fait, c'est ça, nous avons besoin d'écouter l'organisation et d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Et ça, c'était novembre 2019, en plus pour les 90 ans de l'entreprise. Donc, ils se sont préparés pendant 6 mois. Il est vraiment emmené son comité de direction pendant 10 jours dans le silence. Ils parlaient entre eux ou Non, rien du tout. Les vraies retraites, ça a un nom en Inde. Je vais pas retrouver le nom là, mais c'est vraiment extrêmement cadré. Donc, on ne parle pas entre nous. Il y a pas de téléphone. Et voilà, c'est 10 jours. Et donc, d'écouter l'organisation, de réflexion, de méditation, etc. Au bout des 10 jours, ils ont dépouillé. Donc, par contre, ils pouvaient écrire donc toutes les réflexions et tout ce qu'ils avaient écouté de l'organisation. On peut se dire que c'est complètement farfelu. Il n'empêche que la première décision qui est prise fin d'année 2019, c'est nous ne sommes pas prêts au travail à distance et on doit s'équiper pour pouvoir travailler à distance. Bon, on a le confinement à peu près 3 mois après cette retraite-là et ils étaient complètement prêts. Parce que en janvier, ils ont pris les accès Zoom. Voilà. Écoutez l'épisode, c'est vraiment incroyable la manière dont ils le racontent. Mais c'est vraiment ça. Et pour dire que avec justement des pratiques un petit peu nouvelles ou anciennes, hein, parce que ça date pas d'hier, ce genre de pratiques, mais ramenées dans l'entreprise, peuvent se passer des choses extrêmement inspirantes et qui, moi, me réconfortent avec ce qu'on va pouvoir faire aussi dans le futur pour nos organisations. Merci beaucoup, Lucie. Avec plaisir. C'était chouette de discuter avec toi, Sophie, parce que tu fais aussi partie de tous ces acteurs militants au service du monde de demain. Et ton podcast, il est vraiment beau et optimiste aussi pour ça. Merci. Alors, qu'avez-vous retenu de ma conversation avec Lucie ? De mon côté, je retiens quelques phrases clés qui m'ont marquée et qui vont me servir de trame pour ce débrief. Je pense à mon arrière-grand-mère, que je n'ai pas connue, et mon arrière-petite-fille que je ne connaîtrai pas. J'aime beaucoup cette phrase, et j'aime beaucoup cet état d'esprit, car il nous positionne au cœur d'un système dont nous sommes la clé de voûte. Certains y verront peut-être un poids trop lourd à porter. Moi, j'aime y voir une formidable opportunité. Je trouve que cette phrase fait aussi écho à l'épisode avec Sabrina Millien qui disait « Nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas tout seuls ». Avec toutes les difficultés que cela génère, bien sûr, de ne pas être tout seul, mais surtout avec tout le positif que les rencontres nous apportent. Bref, cette phrase est un bon guide pour réfléchir à notre impact avant de prendre une décision. Même avec une personne de son équipe, quand on voit que justement on est trop dans le mental ou que la discussion n'avance pas, viens, on va marcher, on sort. Nous avons beaucoup parlé du rôle du corps dans cet épisode avec Lucie et de l'importance d'y revenir avant de prendre des décisions. Lucie a partagé son expérience de la méditation en entreprise.
Bien sûr, il faut que notre organisation soit mature et ouverte pour commencer les réunions en méditant. Mais la marche est une bonne première étape pour faire différemment. C'est une technique vraiment très efficace et de plus en plus plébiscitée dans les entreprises, notamment pour des entretiens managériaux ou des brainstorming. Car inconsciemment, vous revenez à votre respiration, ça vous permet de réfléchir différemment puisque votre cerveau est stimulé et voit des choses différentes. Pensez-y pour vos échanges à venir ou brainstorming à venir. Je suis certaine que ça vous permettra de réfléchir et vous aussi de faire différemment. Et à la fois aussi savoir ne pas passer à l'action. Tu sais, il y a cette exigence de faire, d'arrêter de faire à un moment et de se dire juste je suis, d'être et en fait de s'accorder de ne pas faire. J'ai choisi cette dernière phrase pour faire cheminer celles et ceux qui sont beaucoup, voire beaucoup trop dans l'action. J'espère que cet épisode aura allumé une petite lumière pour vous faire toucher du doigt que parfois, faire différemment, c'est aussi oser ne pas faire. Je termine cet épisode sur cette question. Et pour vous, ça veut dire quoi avoir un impact positif sur le monde ? J'attends vos réponses en commentaire ou sur ma page LinkedIn. À très vite pour un prochain épisode.